Bonjour, cette vidéo concerne l'exercice 1 sur les bases du calcul différentiel dans le cadre du TD numéro 3. Alors c'est un exercice de rappel sur l'utilisation des formes différentielles et plus particulièrement des informes en thermodynamique et de leur importance. Donc c'est des rappels de mathématiques en fait. Il se trouve que les informes sont essentiels en thermodynamique et rentrent dans le cadre du calcul différentiel. On peut avoir plus de précision sur ce thème dans le cadre de la géométrie différentielle et consulter par exemple ce cours en cliquant ici. Voilà, tout ce qu'on raconte ici s'appliquera à la thermodynamique, mais on va utiliser ici un langage de mathématiques pour rester dans un cadre général. On rappelle la définition de quelques objets de base très importants en calcul différentiel. Tout d'abord, les fonctions. Une fonction, c'est une application qui, à tout point du plan R2, de coordonnées x1, x2, associe un nombre noté f de x1, x2. Ensuite, une courbe paramétrée sur le plan R2, appelée aussi trajectoire, c'est un point qui bouge. Autrement dit, mathématiquement, c'est une application qui, à tout instant t dans l'intervalle 0,1, associe un point du plan R2 de coordonnées x1 de t, x2 de t. Et ce point, on le note gamma de t. Ensuite, ce qu'on appelle un vecteur tangent, ou vecteur vitesse à la courbe paramétrée, en un point donné gamma de t de la courbe paramétrée, c'est tout simplement d gamma sur dt en ce point. Donc c'est le vecteur de coordonnées dx1 sur dt, dx2 sur dt. Et en fait, en géométrie différentielle, il est important de s'apercevoir qu'il faut penser à un vecteur tangent ou un vecteur vitesse comme en fait un opérateur qui permet de mesurer les variations de n'importe quelle fonction f le long de la courbe gamma de la façon suivante. Donc, si vous considérez un point gamma de t de la courbe paramétrée, eh bien, en ce point gamma de t, la fonction prend une certaine valeur, f de gamma de t, et on obtient donc une valeur f de gamma de t qui dépend de t. C'est une fonction numérique et on peut la dériver pour mesurer ces variations. Et ces variations, ça donne un nombre. Cette dérivée donne un nombre qu'on note v de f. Autrement dit, ce nombre mesure, comme on l'a dit, les variations de la fonction f le long de la courbe gamma. Et pour toute fonction f, on aura un tel résultat. Et c'est ainsi que on voit l'objet v, autrement dit le vecteur tangent ou le vecteur vitesse. On le voit comme un opérateur qui, appliqué à une fonction, donne un nombre qui sont les variations de la fonction le long de gamma. Alors, le fait qu'on dérive f de gamma de t par rapport à t, c'est la dérivée d'une fonction composée f composée avec gamma, et d'après les lois du calcul différentiel, eh bien, c'est la dérivée de f fois la dérivée de gamma de t. Or, f, la fonction f a deux entrées, donc on dérive f par rapport à x1, la première entrée, fois la dérivée de la première coordonnée de gamma, donc dx1 sur dt, plus la dérivée de f par rapport à sa deuxième entrée x2, fois la dérivée de la deuxième entrée de gamma, donc dx2 sur dt. Et comme voilà, le résultat dépend de la fonction f qui est présente ici, on peut dire que le vecteur vitesse, tout simplement, appliqué à n'importe quelle fonction, ce sera cet opérateur différentiel. Voilà, c'est ainsi qu'on voit les vecteurs tangents ou vecteurs vitesse en géométrie différentielle. Voilà, l'intérêt de passer par une fonction f qui agit comme une observable, c'est que le résultat v de f est une expression qui ne dépend pas du système de coordonnées. Alors que les coordonnées de v, ici, vous voyez dx1 sur dt, dx2 sur dt, mettent en jeu un système de coordonnées x1, x2 sur le plan. Et donc, cette expression ici dépend du système de coordonnées.
Et c'était un peu le but de la géométrie différentielle, de introduire des concepts indépendamment du système de coordonnées. Et dans ce cadre, eh bien, on définit un vecteur tangent comme cette fonctionnelle qui a f, une fonction f associe le nombre v de f, donné par cette expression. Voilà, et donc ce résultat v de f qui est un nombre, bien sûr dépend de v, mais dépend aussi de f. Et on peut le voir comme donc une fonction, une application qui a un vecteur v tangent associe ce nombre v de f pour une fonction f donnée. Et bien cette application, par définition, c'est ce qu'on va appeler la différentielle de la fonction f, et notée df. Autrement dit, on le rappelle, ce df appliqué à v, qui est donc v de f, par définition, mesure les variations de la fonction f dans la direction du vecteur tangent v. Et en pratique, c'est donné toujours par cette expression. Alors, essayons de poursuivre un petit peu ce qu'est la différentielle d'une fonction. Eh bien, en particulier, si on prend la fonction x1, qui est la fonction associée à la première coordonnée, autrement dit à un point du plan, on associe x1 sa première coordonnée, eh bien on s'aperçoit en prenant cette définition que v de la fonction x1, donc v de x1, eh bien en prenant ici cette expression, si f est égal à x1, dx1 sur dx1 ça fait 1, donc là ça va donner 1, et dx1 sur dx2 ça fait 0. Donc il va rester que dx1 sur dt. Voilà. Et alors, on a démontré comme ça que v de x1 c'est dx1 sur dt, et par ailleurs, d'après cette notation, v de x1 c'est dx1 appliqué à v. dx1 appliqué à v. Voilà, on a donc obtenu cette expression. Et de la même façon, en considérant la fonction x2, donc par le même argument, eh bien dx2 sur dt est égal à la différentielle dx2 appliquée à v. Et on déduit donc qu'en général, pour une fonction f quelconque, sa différentielle appliquée à un vecteur tangent v, qui par définition ici est égal à la variation v appliquée à f de la fonction f, et d'après l'expression ici est égale à cette expression, et bien dans cette expression, si on remplace dx1 sur dt par dx1 de v et dx2 sur dt par dx2 de v, ça nous donne voici cette expression-là, pour la différentielle df appliquée à v. Or, v apparaît des deux côtés, donc on peut dire que l'expression de la différentielle elle-même, df, est égale à df sur dx1 fois dx1, plus df sur dx2 fois dx2. Et ça, c'est une notation que vous connaissez déjà, mais on vient de l'expliquer. Elle dit que la différentielle d'une fonction, c'est une combinaison linéaire de différentiels des fonctions coordonnées dx1 et dx2. Ensuite, on passe au concept suivant qui est très important, c'est qu'à partir d'une différentielle de fonction, eh bien, on peut l'intégrer le long d'un chemin paramétré, ici le long de la courbe gamma. Cette courbe gamma part du point gamma 0 et va jusqu'au point gamma 1. Eh bien, par définition, l'intégrale de cette différentielle df le long de gamma, c'est égal à l'intégrale numérique du nombre v de f, donc la variation v de f donnée ici, intégrée le long de la courbe par le paramètre t, dt. Et donc, d'après cette expression de v de f, il s'agit de cette intégrale numérique. Et alors, on voit bien le fait que df est la différentielle d'une fonction, ça fera la fonction au point final gamma de 1 moins la fonction au point initial de la courbe gamma de 0. Et on observe donc que cette intégrale, le résultat, dépend seulement des points extrêmes gamma de 0 et gamma de 1, et non pas de la courbe qui joint ces deux points. En particulier, si la courbe gamma était un chemin qui se referme, autrement dit le point final gamma de 1 est égal au point initial gamma de 0, eh bien on aurait ce terme égal 0, autrement dit l'intégrale de df le long de gamma serait nulle. Donc voici ce qu'il faut savoir concernant les différentiels de fonctions df. On passe maintenant au concept suivant qu'on appelle forme différentielle ou informe. Donc vous pouvez cliquer ici pour avoir accès
à la page Wikipédia, mais on va voir ensemble l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Eh bien, une informe, c'est un peu comme la différentielle, c'est une généralisation. Donc, une informe, ici notée alpha, c'est en chaque point du plan, c'est une application linéaire qui a tout vecteur tangent V associé à un nombre. Alpha de V est de façon linéaire, c'est une application linéaire. Et l'idée, c'est que alpha, localement, mesure les variations donne des variations dans une direction V donnée. Voilà, mesure des variations selon un vecteur tangent V donné. Donc tout comme la différentielle le faisait. Et donc par conséquent, alpha est une combinaison linéaire des différentiels dx1 et dx2 avec des coefficients qu'on va noter alpha1 de x1 x2 et alpha2 de x1 x2 qui dépendent du point sur le plan. Ces coefficients sont a priori arbitraires, autrement dit ce sont des fonctions arbitraires du point x1 x2 du plan. Et de la même façon qu'on l'a fait pour la différentielle df, on peut définir l'intégrale de alpha, la informe alpha, le long d'une courbe paramétrée gamma donnée. Et par définition, ce sera cette expression, vous voyez, avec alpha1 de x1 x2 fois dx1 sur dt fois dt, plus la même chose avec alpha2 et dx2. Donc ça associe un nombre lorsqu'on a une informe et un chemin gamma paramétré. Eh bien, a priori, le résultat ici de cette intégrale dépend du chemin gamma dans son entier, et pas seulement des extrémités, il dépend aussi de la forme du chemin. Et en particulier, si le chemin gamma est fermé, s'il se referme, eh bien, il est bien possible, et en général c'est le cas, que cette intégrale est non nulle. Il y a même une formule importante, si le chemin se referme, et en particulier si, lorsque le chemin se referme, si c'est le bord d'un domaine. On appelle C le domaine intérieur au chemin gamma. Hein, on note comme ça, on dit que gamma c'est le bord de C, et on note D rond pour dire le bord. Donc c'est une surface, un domaine bidimensionnel qui est à l'intérieur de gamma lorsque gamma est un chemin fermé. Eh bien, il y a une formule célèbre qu'on appelle le théorème de Stokes, qui dit que cette intégrale numérique, qui est une intégrale donc curviligne le long de gamma, de cette informe, autrement dit c'est l'intégrale de alpha le long du bord de C, eh bien c'est égal à l'intégrale double sur le domaine C d'une certaine quantité qu'on note d alpha. Et cette quantité d alpha, en géométrie, s'appelle la différentielle de alpha, ou la dérivée extérieure de alpha, et est donnée par cette expression. Alors cette expression, vous voyez, fait intervenir la surface élémentaire dx1 dx2, et avec un coefficient, et ce coefficient se déduit des coefficients alpha1 et alpha2 de la informe par cette formule. C'est d alpha2 sur dx1 moins d alpha1 sur dx2. Donc a priori, le résultat est en effet non nul, sauf si par miracle, ce coefficient est nul, partout. Et ça nous amène à un dernier concept important. Alors, pour en parler, c'est justement la notion de informe exacte et informe fermée. Pour en parler, on rappelle qu'on vient de voir la définition d'une différentielle d'une fonction, df, et la définition plus générale d'une informe alpha. Et on s'aperçoit que alpha, une informe, c'est plus général qu'une différentielle. Donc, il se peut qu'une informe alpha soit égale à la différentielle d'une fonction, et c'est un cas particulier. Dans ce cas, lorsqu'une informe est égale à la différentielle d'une certaine fonction, on dit que la informe alpha est exacte. Et vous voyez, d'après ces expressions, cette expression et cette expression, on s'aperçoit que alpha1, c'est dans ce cas-là df sur dx1, et alpha2, c'est df sur dx2, comme on l'a écrit là. Et donc, en dérivant alpha1 par rapport à dx2, on obtient 7 dérivées secondes. En dérivant alpha2 par rapport à dx1, on obtient 7 dérivées secondes. Et ce qui apparaît donc, c'est que dans ce cas-là, donc pour une différentielle, eh bien d alpha1 sur dx2 est égal à d alpha2 sur dx1. Et vous voyez que c'est, par conséquent, cette différence est nulle,
et on retrouve bien donc que l'intégrale de la différentielle df le long d'une courbe fermée sera nulle. Voilà ce qu'il faut savoir concernant ces informes particulières qu'on appelle exactes, lorsqu'elles sont la différentielle d'une fonction. Voilà, et donc on vient de démontrer en particulier que cette quantité est nulle, et donc d de alpha, donc d de df est égal à 0. Inversement, les informes alpha, donc données par une expression quelconque comme celle-ci, qui vérifie cette condition que d alpha 1 sur dx2 est égal d alpha 1 sur dx2 est égal à d alpha 2 sur dx1, autrement dit que d alpha, d'après cette expression, est nul, sont dits des informes fermées. Et ce qu'on vient de démontrer, c'est que lorsqu'une informe est exacte, alors elle est fermée. On peut se demander si la réciproque est vraie, et en effet, la réciproque est vraie sur le plan R2. C'est un lemme très important de géométrie différentielle qu'on appelle le lemme de Poincaré, qui dit que toute informe fermée est exacte sur un domaine, par exemple sur le plan R2 ou sur d'autres domaines, qu'on appelle domaines contractibles. Voilà, donc à partir de toutes ces notions que vous connaissez peut-être déjà sous une autre forme, mais on a présenté la forme moderne et, disons, importante et correcte de le dire, eh bien on va faire quelques exercices et ensuite voir que ces notions-là sont fondamentales en thermodynamique. Le but de l'exercice, c'est d'illustrer ces choses-là sur des exemples, sur un exemple particulier. Donc, dans cet exercice, on considère sur le plan R2, avec deux coordonnées x1, x2, un chemin fermé formé par 4 segments, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4, et défini de la façon suivante. Donc, pour un paramètre t compris entre 0 et 1, gamma 1, c'est la deuxième coordonnée qui vaut 0, et x1 qui est égal à t. Donc ça nous donne le schéma suivant. Donc x2 est égal à 0 et x1 varie entre 0 et 1. Donc voici gamma 1, c'est ce segment. De la même façon, le segment gamma 2 de t, x1 est égal à 1 et x2 est égal à t. Donc ça nous fait ce segment vertical. Gamma 3, x1 est égal à 1 moins t. Donc quand t vaut 0, x1 est égal à 1, quand t vaut 1, x1 est égal à 0, et x2 est égal à 1 tout le temps. Donc ça nous fait ce segment pour gamma 3. Et finalement, gamma 4, c'est x1 égale 0, et x2 est égal à 1 moins t. Donc gamma 4, le voici. Et donc le chemin gamma, c'est l'union de ces 4 segments mis bout à bout. C'est donc un chemin fermé, le bord de ce domaine carré. Voici la première question. Sur le plan R2, avec les coordonnées x1 et x2, on considère la fonction numérique x1 carré plus x2 carré. Calculer sa différentielle. Alors pour répondre à la question, on regarde la définition d'une différentielle. Et la différentielle, c'est une combinaison linéaire de dx1 dx2 avec des coefficients donnés par df sur dx1, df sur dx2. Alors voici la réponse. On va calculer la différentielle de cette fonction. Donc df sur dx1, lorsqu'on dérive par rapport à x1, on obtient 2x1. Donc ça nous fait 2x1 fois dx1, plus la dérivée de f par rapport à x2, c'est 2x2, donc plus 2x2 fois dx2. Donc voici la différentielle df. Question suivante, calculer les variations de cette différentielle le long de chaque segment, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. Alors pour le faire, on va utiliser la définition d'une intégrale de différentiel qui était vue au-dessus. Voilà. Donc c'est cette intégrale-là numérique qu'il faut faire sur chaque segment. Donc on commence par le segment horizontal gamma 1. L'intégrale de df sur gamma 1, par définition, c'est l'intégrale sur t variant entre 0 et 1 de cette différentielle qu'on réécrit, mais où on met donc dx1 divisé par dt fois dt et dx2 divisé par dt fois dt. Donc ça nous donne cette intégrale. Or il se trouve que sur le segment gamma 1, x2 est égal à 0, donc ce terme est nul, et x1 est égal à t.
donc dx1 sur dt est égal à 1, et là il nous reste 2t. Donc ça nous fait l'intégrale de 0 à 1 de 2 fois t dt. Et ça, on sort le facteur 2, c'est une intégrale numérique habituelle. La primitive de t, c'est t carré sur 2, donc ça nous fait la primitive t carré sur 2 entre 1 et 0, ce qui nous fait 1 demi, moins 0, donc 1 demi fois 2, ça nous fait 1. Voilà, ça dit en fait que le long de ce segment, la fonction f varie de 1. Et de la même façon, on peut calculer l'intégrale de df le long de gamma 2, gamma 3, gamma 4. En particulier pour gamma 2, comme sur gamma 2, x1 est constant, ce terme-là est nul, il apparaît que ce terme-là, et x2 est égal à t, donc ça fait l'intégrale de 2 fois t fois 1 fois dt. Donc intégrale de 2t dt qui est égale à 1. De la même façon, l'intégrale de df le long de gamma 3, comme x2 est constant, il reste que le terme avec x1, ça nous fait l'intégrale de 2, x1 est égal à 1 moins t, x1 c'est 1 moins t, donc la dérivée c'est moins 1, fois dt, et voilà, donc il apparaît, on développe, donc il y a l'intégrale, le premier terme c'est moins 2, fois l'intégrale de dt, qui est égale à donc intégrale de dt entre 0 et 1 c'est 1, donc ça nous fait moins 2, plus le deuxième terme, il y a t fois moins 1, donc 2t intégré entre 0 et 1, et ça fait, comme tout à l'heure, 2 fois 1 demi, donc 1. Et au résultat, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et ensuite, finalement, le long de gamma 4, x1 est constant, donc le terme avec x1 est nul, et x2 est égal à 1 moins t. Donc il nous reste l'intégrale de 2 fois 1 moins t, et dx2 sur dt c'est moins 1. Donc c'est cette intégrale-là qu'on vient déjà de calculer, qui est égale à moins 1. La question, on termine la question 1. Vérifier que les variations totales de la différentielle df le long du chemin fermé gamma est égale à 0. Donc ça on le savait, parce que c'est un résultat général, écrit là, que lorsque le chemin est fermé, l'intégrale de df le long du chemin fermé est égale à 0. Mais on peut le vérifier ici. C'est la somme des 4 contributions précédentes. Donc c'est moins 1, plus moins 1, ce qui fait moins 2, plus 1, plus 1. Donc ça fait bien 0. Et comme on vient de le dire, on le sait directement que l'intégrale de df le long d'un chemin fermé, comme c'est la valeur de f au point final moins la valeur de f au point initial, et que ici les deux points sont identiques, ça donne 0. On passe à la question 2. Alors dans la question 2, ce n'est plus la différentielle d'une fonction, mais c'est une informe quelconque. Pas quelconque, en fait, on se donne une informe alpha qui est égale à x2 fois dx1. Autrement dit, c'est la différentielle dx1 fois la fonction x2. Voilà, que représente-t-elle physiquement? Eh bien, elle dit que si vous vous déplacez dans la direction x1, ça donnera le résultat x2. Mais si vous vous déplacez dans la direction x2, comme ici il apparaît que dx1, eh bien pas dx2, eh bien au contraire, alpha fera 0. Donc on va le vérifier en appliquant les définitions. Donc première question, est-ce que cette informe est fermée? Alors on regarde, on se rappelle la définition. Une informe est fermée ici si d alpha égale 0. Donc si cette quantité ici, d alpha, cette quantité est nulle. Donc on va calculer d alpha 2 sur dx1 et d alpha 1 sur dx2. On va voir si cette différence est nulle. Donc ici, la informe c'est x2 dx1. Autrement dit, la composante alpha 1 est égale à x2 et la composante alpha 2 est égale à 0 parce qu'il n'y a pas de terme en dx2. Et on calcule que donc sa différentielle, d'après l'énoncé, c'est ici, d alpha 2 sur dx1 moins d alpha 1 sur dx2, eh bien ça nous donne d alpha 1 sur dx2 c'est égal à 1, moins 0, donc ça nous fait, non pardon, d alpha 2 sur dx1 c'est égal à 0, moins d alpha 1 sur dx2, donc moins 1, ça fait moins 1.
et fois dx1 dx2, donc d alpha est non nul. Le fait que d alpha soit non nul, par définition, alpha n'est pas fermé. Alors, on nous demande de calculer les variations, on nous demande de calculer l'intégrale de alpha le long de chaque segment. Alors, voici le calcul. Tout d'abord, calculons l'intégrale de alpha le long du segment gamma 1 horizontal. Eh bien, d'après la définition. Donc, le calcul de alpha le long d'un chemin est donné par cette expression en général. Et pour notre exemple, c'est assez simple. Par exemple, sur le chemin gamma 1 qui est situé en x2 égale 0, eh bien en x2 égale 0, on s'aperçoit que alpha est égal à 0 et donc l'intégrale vaut 0. Ensuite, sur le chemin gamma 2 est un chemin vertical pour lequel x1 est une constante et donc ça donnera dx1 sur dt égale 0 et donc l'intégrale est encore 0. Sur le chemin gamma 3, eh bien là c'est moins simple. x1 est égal à 1 moins t, donc l'expression, et x2 est égal à 1, donc l'expression, cette expression-là nous donne ici 1, et ici la dérivée de 1 moins t par rapport à dt fois dt. Voilà, ce qui donne donc cette intégrale, et c'est égal, donc d de 1 moins t sur dt c'est moins 1, et c'est donc l'intégrale de moins 1 entre 0 et 1 qui est égal à moins 1. Et finalement, sur le chemin vertical gamma 4, eh bien comme x1 est une constante, dx1 sur dt égale 0, l'intégrale est égale à 0. Et au total, on s'aperçoit que la somme des 4 intégrales, autrement dit l'intégrale de alpha sur le chemin gamma fermé, est égale à moins 1. Et c'est non nul. On peut calculer cette intégrale d'une autre manière, cette intégrale totale, par la formule de Stokes. On sait que l'intégrale de alpha sur gamma, comme gamma c'est le bord de C, et bien d'après la formule de Stokes, c'est l'intégrale de alpha sur le bord de C, c'est donc l'intégrale sur le domaine C de d alpha, où d alpha est donné par cette expression, et dans notre cas, alpha 1 est égal à x2, donc d alpha 1 sur dx2 c'est moins 1, donc d alpha c'est moins dx1 dx2. Et donc ça nous donne moins l'intégrale sur le carré de dx1 dx2. Ça c'est une intégrale double qui se sépare. x1 varie entre 0 et 1, x2 varie entre 0 et 1. Donc cette intégrale double est égale à 1, c'est égal donc à moins 1, conformément au résultat précédent. Passons à la question 3. Donc toujours dans le plan, on utilise les coordonnées polaires. Alors les coordonnées polaires rθ sont définies seulement en dehors de l'origine, donc il faut que r soit strictement positif, parce qu'en l'origine, θ n'est pas défini. Et θ est compris entre 0 et 2π, mais les extrémités ne sont pas comprises, parce qu'en effet, en θ égale 0 et θ égale 2π, ça correspond à la même direction. Et on nous demande de considérer, donc sur le domaine r strictement positif et θ compris entre 0 et 2π exclus, et bien de considérer la forme différentielle dθ et de vérifier qu'elle est donnée par cette expression en coordonnées cartésiennes. Alors faisons le calcul. On rappelle l'expression des relations entre les coordonnées cartésiennes x1, x2 d'un point et les coordonnées polaires r, θ. R c'est la distance à l'origine, θ c'est l'angle entre l'axe des abscisses et la direction du point. Et donc x1 est égal à r cos θ, x2 est égal à r sinus θ. On déduit la différentielle de la fonction x1 comme fonction de r et θ. Donc par définition, dx1 c'est la dérivée de x1 par rapport à r, ce qui fait cos θ fois dr, plus la dérivée de x1 par rapport à θ, ce qui est égal à moins r sinus θ fois dθ. De la même façon, la différentielle de x2 c'est la dérivée de x2 par rapport à r qui fait sinus θ fois dr, plus la dérivée de x2 par rapport à θ, qui est égale à r cos θ fois dθ. L'énoncé nous demande de considérer cette expression, x1 dx2 moins x2 dx1 divisé par x1 carré plus x2 carré. Donc on déduit que x1 dx2, c'est égal à r cos θ fois
cette différentielle, donc r cos θ fois sinus θ dr, plus r cos θ fois sinus θ fois r cos θ, donc r carré cos θ carré fois dθ, moins x2 dx1. Donc moins r sinus θ fois cos θ dr, plus r carré sinus θ carré dθ. Au final, on s'aperçoit que ce terme et ce terme-là s'éliminent, et cos carré plus sinus carré est égal à 1, donc il reste r2 dθ. Et donc, la informe alpha qui a été définie par cette expression-là, il faut prendre ce résultat et le diviser par x1 carré plus x2 carré, mais x1 carré plus x2 carré, c'est égal à r2. Et donc les r2 s'éliminent, il reste dθ. Donc on a en effet vérifié que sur le domaine de définition appropriée, cette informe, écrit ici en coordonnées cartésiennes, est égale à dθ. Remarquons la chose importante, c'est que dθ, θ est défini seulement entre 0 et 2π, 0 exclu et 2π exclu, donc hors cette ligne horizontale, mais cette première expression est définie partout, sauf à l'origine, parce que là on divise par x1 carré plus x2 carré, on divise par r2, qui n'est pas, et on n'a pas le droit de diviser par 0, donc ce n'est pas défini à l'origine. Donc la informe alpha en fait est définie sur tout le plan privé de l'origine. La question, c'est de considérer gamma, qui est le cercle de rayon 1, et de calculer l'intégrale de alpha, cette informe, sur ce cercle. Pour calculer l'intégrale de alpha sur le cercle gamma, autrement, on va utiliser l'expression de alpha en coordonnées polaires, autrement dit alpha égale dθ. Ça nous donne l'intégrale de dθ sur ce cercle, mais ce cercle c'est θ variant entre 0 et 2π, donc ça fait l'intégrale de dθ entre, pour θ variant entre 0 et 2π, c'est égal à 2π. D'après voilà, d'après le résultat qu'on a vu, que sur un chemin fermé, l'intégrale d'une différentielle devait être égale à 0. Là, on a l'intégrale de alpha qui est égale à 2π, qui est non nulle. Ça démontre que alpha n'est pas égal à la différentielle d'une fonction. Autrement dit, d'après cette définition, ici, alpha n'est pas égal à df, une fonction, donc alpha n'est pas exact. On peut se poser la question, est-ce que alpha est fermé? Est-ce que d de alpha, ici, est égal à 0 ou pas? Alors le calcul est simple, alpha c'est égal à dθ, et donc d de alpha c'est d de dθ, et on a vu que appliquer deux fois d sur une fonction c'est égal à 0. Donc c'est égal à 0, alpha est fermé sur tout le domaine privé de l'axe horizontal ici. Donc alpha est fermé, mais pas exact. On pourrait vérifier que, en coordonnées cartésiennes, que d alpha égale 0. Mais c'est inutile parce que le calcul est simple en coordonnées polaires. Et donc on a un exemple d'une informe alpha qui est fermée, mais pas exacte. Deux choses, on peut déduire deux choses. D'une part, c'est que le cercle, ici, contient l'origine, mais l'origine ne fait pas partie du domaine où alpha est défini. Donc on ne peut pas dire que gamma, c'est le bord d'un domaine. C'est pas le bord d'un domaine. Donc on ne peut pas appliquer la formule de Stokes. On a un exemple ici, voilà, en quelque sorte, d'un contre-exemple au lemme de Poincaré. Le lemme de Poincaré ne s'applique pas, et on a une informe qui est fermée mais pas exacte. On rappelle que le lemme de Poincaré s'applique seulement sur soit le plan R2, soit sur des domaines qui contiennent pas en fait de points manquants. On passe maintenant à la question 4. Alors cette question est similaire aux questions précédentes, mais on change seulement de notation. Au lieu de considérer x1, x2 les coordonnées d'un point dans le plan, on les appelle E et V, comme l'énergie et le volume en thermodynamique. Et on considère la fonction suivante, donc à un point du plan de coordonnées EV, on associe la fonction log de V fois E, qui ressemble à l'expression de l'entropie.
Et la différentielle de cette fonction sera notée, donc, qui est une combinaison linéaire des différentiels des coordonnées dE et dV. Eh bien, les coefficients, on les appelle 1 sur t et p sur t. C'est les définitions habituelles de la thermodynamique. Et ces coefficients sont donc des fonctions sur le plan, donc des fonctions de EV. Eh bien, la première question, c'est de calculer justement ces coefficients dans le cas particulier où la fonction S, c'est log de V fois E. Alors, voici la réponse. Donc, pour une fonction générale S des variables E et V, sa différentielle, c'est la dérivée partielle de S par rapport à E fois dE plus dérivée de S par rapport à V fois dV. Et dans le cas particulier de la fonction log de V fois E, eh bien, la dérivée de S par rapport à E. Alors vous voyez que log de V fois E, c'est log de V plus log de E. Donc la dérivée par rapport à E, c'est la dérivée de log de E par rapport à E. C'est donc 1 sur E. Mais comme ça doit être égal à 1 sur T, d'après cette définition, on déduit que T est égal à E. Ensuite, concernant la deuxième composante, ds sur dv, c'est égal à 1 sur V. Et ça doit être, d'après cette définition, égal à P sur T. Et donc, on déduit que P est égal à T sur V. Or, T est égal à E, donc c'est égal à E sur V. Alors, en thermodynamique, on définit les deux expressions suivantes, qui sont en fait des informes. Voilà, et donc c'est un peu le but de toute cette première partie, c'est de s'apercevoir que ce qu'on appelle la chaleur, delta Q, c'est une informe. C'est l'informe T fois ds. Et ce qu'on appelle le travail, delta W, c'est l'informe moins P fois dV. Alors, on les définit par l'expression suivante. Et la première question, c'est de montrer que la somme de ces deux informes, c'est une informe qui en fait est exacte. C'est la différentielle de E, de la coordonnée E. Et cette relation s'appelle le premier principe de la thermodynamique. Alors allons-y. Donc delta Q plus delta W, la somme de ces deux informes différentielles. Delta Q c'est TdS, delta W c'est moins PdV, donc ça nous fait TdS moins PdV. Et on remplace la différentielle ds par cette expression ici. Donc 1 sur t dE plus P sur t dV. Multiplié par t, il reste juste dE. Et ici, il reste PdV qui s'élimine avec ce moins PdV. Donc il reste juste dE. Et en effet, on a démontré le premier principe de la thermodynamique qui est que la somme de ces deux informes est égale à la différentielle de la fonction énergie. Voilà, donc physiquement, ça signifie que dans le plan des paramètres énergie-volume, delta Q c'est une informe, donc c'est des variations infinitésimales, et delta W c'est aussi une informe, et la somme est égale à la variation infinitésimale d'énergie. Alors, la question suivante, qui est fondamentale et très importante, c'est de montrer que ces deux informes ne sont pas fermées, et donc pas exactes. Ce ne sont pas des différentiels de fonctions, et c'est donc très trompeur de les noter delta Q, comme si c'était la différentielle d'une fonction Q, et delta W comme si c'était la différentielle d'une fonction W. En fait, ce n'est pas du tout le cas, ce sont des informes, un peu comme cette informe alpha qu'on a vue avant. Et donc faites attention à ce que, alors c'est peut-être pour ça que on met un delta au lieu d'un D droit, mais ce n'est pas, surtout pas des différentiels de fonctions. Alors on va le démontrer. On va démontrer qu'elles ne sont pas fermées. Et d'après, ici on avait démontré que lorsqu'une informe est exacte, ça veut dire lorsque c'est la différentielle d'une fonction, alors a fortiori elle est fermée, c'est-à-dire que d de df égale 0. Donc le fait, si on montre qu'elles ne sont pas fermées, elles ne peuvent pas être exactes. Alors on va donner l'expression justement de ces différentiels, de ces informes. Delta Q par définition c'est TdS, et ds est ici. Donc lorsqu'on multiplie par T, il reste dE plus P dV. Donc voici delta Q, et P, on l'a calculé, c'est E sur V. Donc ça nous fait
dE plus E sur V dV. Alors pour voir si elle est fermée, on calcule sa dérivée extérieure. Et d'après la définition de ce calcul, qui était donné là, il faut, d'après la formule de Stokes, il faut prendre les dérivées partielles des coefficients. Ici, le coefficient est égal à 1, donc sa dérivée sera nulle. Et ici, on prend la dérivée partielle par rapport à E. Donc ça nous fait 1 sur V. Et il nous reste 1 sur V fois dE dV. Et le résultat est non nul, donc on déduit que la informe delta Q n'est pas fermée. On appelle ça la informe de chaleur, elle n'est pas fermée. Et par conséquent, on pourrait calculer de la même façon que l'informe delta W est non nulle, directement, c'est fait là, mais on peut déduire aussi du fait que delta W, d'après le premier principe, c'est dE moins delta Q. Or, la dérivée de dE est égale à 0, et donc ça nous fait moins la dérivée de delta Q, qui est non nulle. Voilà, donc conclusion, delta Q et delta W sont des informes non fermées. Et la question finale, c'est de considérer un chemin fermé, et précisément le bord du carré de côté 1, 2, et de calculer l'intégrale de la chaleur, donc de la informe delta Q, sur ce chemin fermé qui est un carré. A priori, le résultat sera non nul. Donc voici dans le plan énergie V, volume, représenter le chemin fermé, qui part de l'énergie 1 jusqu'à l'énergie 2, et suit du volume 1 jusqu'au volume 2, et qui se referme comme ça. Et on nous demande de calculer l'intégrale de delta Q le long de ce chemin fermé. Alors il y a deux méthodes pour le faire, soit directement, soit en utilisant la formule de Stokes. On commence par utiliser la formule de Stokes. Donc d'après la formule de Stokes, l'intégrale de cette informe sur le chemin fermé, gamma, le fait que gamma ce soit le bord du carré, noté C ici, eh bien ça fait l'intégrale de delta Q sur le bord de C. Et d'après la formule de Stokes, c'est l'intégrale double sur le carré, sur C, de la dérivée de delta Q. Or, on a calculé précédemment que la dérivée de delta Q, c'est 1 sur V dE dV, et donc ça nous fait cette intégrale sur ce carré. Sous-entendu, cette intégrale double, il faut intégrer E entre 1 et 2 et V entre 1 et 2. Donc c'est une intégrale double. L'intégrale sur E entre 1 et 2 dE est égale à 1. Et l'intégrale de V entre 1 et 2 de 1 sur V dV, ça nous fait log de V pris entre 2 et 1. Donc log de 2 moins log de 1. Log de 1 est égal à 0, il nous reste log de 2. Voilà, on s'aperçoit que l'intégrale sur ce contour fermé de la chaleur donne log de 2. Un peu comme en thermodynamique, ça voudrait dire, et on le verra dans l'exercice suivant, que le système reçoit de la chaleur lors de ce cycle fermé. Alors on aurait pu faire le calcul sans utiliser la formule de Stokes, directement en faisant les calculs de la chaleur sur chaque segment. Alors on le fait rapidement pour vérifier que ça donne la même chose. Donc delta Q c'est TdS, on a vu que c'était dE plus E sur V dV. Et donc l'intégrale sur tout le carré, sur le tour de delta Q sur gamma, c'est donc l'intégrale delta Q, on a vu que c'était voilà, dE plus E sur V dV. Mais comme dE est exact, c'est la différentielle d'une fonction, l'intégrale sur un contour fermé, ça fera 0. Donc il suffit de considérer ce deuxième terme. Donc l'intégrale de E sur V dV. Alors, sur la première partie, ici, et bien sur cette première partie, V est constant. Donc dV, la variation dV est nulle, ça fera 0. Sur gamma 2, la partie gamma 2, ici, eh bien E est égal à 2, et donc E sur V, ça nous fait 2, intégrale de dV sur V, mais la primitive de dV sur V, c'est log de V, donc ça fait log de V compris entre 2 et 1, ça nous fera 2
fois log de 2. Ensuite, sur cette partie-là, V est constant, donc l'intégrale sera nulle. Et sur cette partie-là, eh bien, E est égal à 1, donc ça nous fait moins, comme c'est une intégrale de V égale 2 à 1, ça fait moins 1, parce que E est égal à 1, la primitive de dV sur V compris entre 2 et 1. Donc ça fait moins log de 2. Et donc au final, 2 log de 2 moins log de 2, ça fait log de 2. On obtient bien le même résultat qu'ici. Voilà, et on ne nous a pas demandé, mais si on nous avait demandé l'intégrale de delta W le long du chemin fermé, ça aurait été l'opposé. Donc on aurait obtenu moins log de 2. Alors c'était un exercice de nature mathématique, mais le but c'est justement de comprendre toutes ces choses-là d'un point de vue mathématique. Et ensuite, l'exercice suivant l'applique au cycle de Carnot en thermodynamique, mais ce sont les mêmes concepts qui entrent en jeu.